Il y a quand même des gens dans les salles de réunion. C'est ça. Et coucou. Et bonjour. Après, bon, on assume. Hein. C'est ça qui est top, c'est on est dans un espace de coworking, donc c'est chouette. C'est clair. Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec Alix Boulnois. Elle a été la responsable européenne de l'expérience client chez Amazon pendant près de 8 ans et a rejoint le groupe Accor il y a 3 ans en tant que directrice générale digitale. On a pu échanger sur les coulisses du business qu'elle a vécu aux États-Unis, de son rapport à l'échec et à sa façon de manager, en passant par les nouvelles technologies sur lesquelles ses équipes travaillent au sein du groupe Accor. Je sais que tu avais un rêve, c'était de voir Freddie Mercury ressuscité à l'Accor Arena. Ouais. Il a dit à un moment, je ne me suis jamais considéré comme le leader, la personne la plus importante, à la limite. Comment est-ce qu'on gère cette responsabilité au sein d'une équipe comme Accor aujourd'hui ? Écoute, je ne la connaissais pas, cette citation de Freddy, que malheureusement je ne verrai jamais à l'Accor Arena. Bon, on ne se connaît pas très bien, mais les gens qui me connaissent, ça, j'ai plutôt comme mantra vivons heureux, vivons cachés. Okay. Je ne sais pas parce que tu as des grandes équipes et des grandes responsabilités que c'est toujours toi qui dois être mis sur le devant de la scène. Au contraire, je pense que notamment quand tu fais des grosses transformations comme celles qu'on fait chez Accor, tu te rends vite compte que ça ne peut pas être un one-woman show ou un one-man show. Tu as besoin de toutes les forces vives et que si tu es capable justement de repérer les talents dans chacun et de les mettre chacun à la bonne place justement pour qu'ils puissent exprimer ce talent, bah, c'est comme ça que tu fais des miracles et je crois que c'est comme ça que je le vis en tout cas. Comment tu le vois du coup dans les grandes boîtes, parce qu'on va en reparler aussi et on découvrira ton parcours, mais dans les grandes boîtes que tu as côtoyées aux US, c'est souvent le CEO, un peu la rockstar. On n'a pas trop cette culture, en tout cas j'ai moins l'impression qu'on ait cette culture-là en France de la rockstar, le fondateur qui ensuite est le CEO, même par ego parfois. Comment tu l'as vécu, toi, justement, ce changement-là Bah, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, du coup, j'ai fait 8 ans chez Amazon. C'était les années où Jeff Bezos était encore le CEO. Et Jeff Bezos, il est très connu, mais c'était pas du tout quelqu'un qui était présent beaucoup dans les médias. Si tu regardes, en fait, il y a des vidéos de lui que tu vas retrouver au début quand il crée Amazon, etc. Mais c'est quelqu'un qui s'exprimait quand même assez peu, qui se mettait assez peu en avant à l'extérieur d'Amazon. D'ailleurs, Amazon, c'est une entreprise qui laisse pas trop les gens communiquer vers l'extérieur. Donc, tu avais un PDG star dans le sens où quelqu'un de brillant qui avait construit quelque chose d'assez impressionnant, puis en plus accessoirement un des hommes les plus riches de la planète, mais pas forcément le côté starifié qu'on pourrait imaginer. En fait, c'est ce qu'il a créé qui en a fait une star, star de proportion gardée. Rien à voir avec un Elon Musk, par Elon exemple. Musk est très médiatique, qui cherche ça, qui en plus qui a des activités dans les médias, c'était pas du tout la même chose. Il y a des différences culturelles énormes entre les US et la France, on va sans doute en parler, mais la relation aux médias, la façon de se mettre en scène, la façon de se marketer, etc., elle n'est pas du tout la même. Donc c'est à ce moment-là où tu as travaillé pendant 8 ans à Seattle, au siège. J'ai fait 8 ans chez Amazon, dont 5 à Seattle et 3 en Europe. Et il y a un truc que je ne comprends pas, en tant que fan de tech, pourquoi quand on a bossé dans une boîte de tech comme Amazon, on a comme challenge d'arriver chez Accor pour faire de la data. Je suis un peu plus que de la data chez Accor, mais en fait, moi, je ne suis pas une fan de tech. J'adore la tech. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial ce qu'on peut faire avec. Mais en fait, je suis fascinée parce que ça transforme. Moi, je suis vraiment une fan de transformation. Tu vois, j'en suis à ma 3e grosse transfo et c'est ça qui me drive. Et je suis venue chez Accor pour transformer. Et la tech, c'est un enabler. C'est un des trucs que tu as dans ton escarcelle pour le faire. Mais c'est un parmi tant d'autres. Et voilà, Accor avait une belle histoire de transformation, une belle histoire humaine. Et c'est pour ça que j'y suis allée. C'est quoi la transfo ? La transfo. Alors, je te l'explique en quelques mots simples. Ce que peu de gens dans le grand public savent, c'est que Accor ne possède pas ces hôtels. D'accord. C'est quelque chose que beaucoup de grosses chaînes d'hôtellerie ont fait il y a entre 5 et 10 ans. C'est vendre tous les biens immobiliers d'hôtel. Donc aujourd'hui, tu vas dans un nouveau hôtel, un Mercure, etc. L'hôtel ne nous appartient pas. Accor a fait ce changement assez récemment, en fait, il y a 5-6 ans. Donc c'est un passage qu'on appelle asset light. Et donc notre job, il a radicalement changé. Puisque du coup, ça veut dire quoi quand tu n'es plus propriétaire de l'hôtel ? Le job d'Accor, c'est quoi ? C'est d'aller convaincre des propriétaires immobiliers, de dire ça serait sympa de faire un hôtel à cet endroit-là, et ça serait sympa d'y mettre une marque Accor, parce que cette marque va plaire aux clients et attirer des gens. Et donc, notre client, aujourd'hui, notre premier client, ce sont des propriétaires immobiliers qui nous payent, du coup, pour pouvoir utiliser une de nos marques. Donc, ils nous payent de l'argent pour utiliser Mercure, Novotel, Fairmont, Orient Express, etc. Ça, c'est le premier revenu du groupe. Le deuxième, c'est il y a des propriétaires immobiliers qui ne veulent pas gérer l'hôtel. Donc, t'en as, c'est des hôtels familiaux. Donc, le propriétaire est aussi celui qui gère le personnel, qui accueille les clients. Mais si tu prends, par exemple, les grandes banques, tu as des grandes banques françaises qui sont aujourd'hui propriétaires de nos hôtels, c'est pas leur job de gérer un hôtel. Donc ils veulent qu'on gère l'hôtel pour eux. Et donc pour les hôtels, les propriétaires qui souhaitent ça, ils nous payent du coup des frais de gestion de l'hôtel. Ça, c'est à peu près 50-60% du revenu du groupe.
Le reste, c'est on touche une commission à chaque fois qu'on est capable d'apporter un client à l'hôtel. Et la commission est d'autant plus élevée si c'est un client qui est fidèle, qui revient régulièrement. Donc nous, on est payé pour ces 3 métiers-là. Et si tu prends le dernier métier, enfin le dernier panier, le 3e, qui est donc ce dont j'ai la responsabilité aujourd'hui chez Accor, en fait, ça se passe comment ? En fait, je sais pas, tes réservations d'hôtel ou de Airbnb, etc., tu les fais comment ? En ligne. Quand c'est oui, en ligne, oui. En ligne, 90% se passe en ligne aujourd'hui. Non, mais je pensais à des bookings, tu vois, je pensais à ces... Booking, ça fait partie, tu vois, nous, en tant que groupe Accor, on négocie pour nos hôtels des commissions avec ses partenaires, on connecte les systèmes pour créer des expériences, C'est etc. tout le funnel. Tout le funnel. Donc, tu as nos sites, notre application mobile, tu as nos centres d'appel, puis tu as tous ces partenaires de distribution. Tu as aussi des partenaires comme, si tu es dans le monde corporate, la plupart des entreprises, tu ne vas pas sur le site de l'hôtel pour réserver, tu vas sur des plateformes, genre les Carlson, Wagonlit, etc. Donc tout ça aussi, c'est des partenaires qu'il faut connecter. Donc tout ça, tu as de la tech derrière. Quand tu vas dans un hôtel, il se passe quoi ? C'est plus maintenant le petit carnet où on note les réservations. Non, tu as des systèmes derrière pour gérer les réservations, pour pousser du room service quand la personne est dans sa chambre, pour interagir avec les clients. En fait, on n'imagine pas, je pense, toute la tech qu'il y a dans un hôtel, dans le parcours client. Et tu vois, quand il y a eu ce changement de business model, la tech est devenue un truc hyper important. Parce qu'avant, en fait, si ton truc à la réception il marchait pas, en fait, c'était ton employé. Donc bon, il allait râler, mais c'était pas très grave. Tu vois, que tu as un écran Minitel des années 80, même en 2020, personne râlait et que ça marche pas. Bon, voilà. Par contre, quand l'hôtel devient ton client, ça devient une autre paire de manches parce que s'il est pas content, potentiellement, il va prendre le système chez un autre prestataire ou potentiellement, il va même dire j'arrête, moi, l'hôtel avec vous. La tech devient centrale, en fait, dans ce que tu offres aux hôtels puisque c'est ce qui te permet de remplir l'hôtel et de le gérer. Et donc, c'est là où Accor s'est retrouvé face à maintenant, le digital, on peut vraiment pas l'ignorer puisqu'en fait, c'est un tiers, un quart de ce qui génère nos revenus. Donc, va falloir y aller. Et c'est pour ça que je suis venue, en fait. Est-ce que la tech a augmenté l'expérience client ? C'est complètement le but. En fait, sans rajouter des coûts. On le dit souvent, Accor, on n'est pas une boîte tech, on est une boîte qui crée des expériences. Donc, tu es complètement juste quand tu me parles d'expérience, parce que c'est vraiment ça. Donc, la tech, elle est vraiment au service de ces expériences. Et d'ailleurs, je vais même te dire un truc, c'est que souvent, les meilleures expériences, c'est celles où on ne se rend même pas compte qu'il y a de la tech derrière. Tu vois, tu veux pas savoir tout ce qu'ils ont pu faire derrière la scène pour t'afficher ton bon nom et t'avoir mis ta plaquette de chocolat sur ta table de chevet parce qu'ils savent que t'adores ça, ou t'avoir mis la chambre du bon côté parce qu'on sait que t'adores cette vue et que c'est ta chambre préférée. Et derrière, t'as de la tech pour collecter la donnée, pour l'exploiter, pour faire de la personnalisation, t'as de l'IA pour faire ça à échelle. Et c'est ça qui est génial. T'as un potentiel génialissime, en fait, dans ce que tu peux faire. Et vous êtes déjà capable, au sein d'un groupe comme Accor, de se dire... On a cette base client, on sait qu'ils peuvent aller dans différents de nos hôtels, mais on va leur accorder la même expérience parce qu'on sait que dans cet hôtel, ils avaient fait cette demande-là. Donc dans l'autre hôtel, quand ils vont arriver, on sait que dans leur fichier client, on va avoir cette demande à adapter. Vous allez être capable ou vous êtes déjà capable d'avoir on a déjà pas mal de cas d'usage là-dessus. Alors, on a une grosse base, on a à peu près 100 millions de clients, donc c'est énorme. Et clairement, on n'a pas la même qualité de données sur tous les clients. Tu as le client qui est venu une fois en 10 ans, et puis tu as celui qui vient souvent, qui est membre de notre programme de feed, où là, on connaît beaucoup plus de choses. Tu le sais autant que moi qu'il y a aussi pas mal de sujets autour de la data privacy. Donc, tu as des clients qui ne souhaitent pas partager leurs données et on le respecte. D'ailleurs, c'est tout le jeu, c'est comment tu leur donnes envie de la partager parce que tu leur apportes vraiment quelque chose. Mais notamment sur nos clients les plus fidèles, effectivement, on est vraiment capable de faire beaucoup de choses. Ils passent le pas de la réception. Le staff sait déjà qui est la personne, peut l'appeler par son nom, lui a déjà réservé sa chambre. On peut lui proposer l'activité autour, on sait déjà qu'il adore le golf, donc on a déjà pensé à ça et on lui a réservé un créneau. Tu as plein de trucs. Ça, c'est déjà actuel. Ouais, tu as déjà pas mal de choses. Et on n'a pas besoin de dépenser 10 000 € la nuit pour avoir cette expérience-là. En fait, c'est moi, la je pense à l'époque, bien sûr, c'est mais la c'est ça qui est fou. technologie qui fait ça. Après, tu as toujours le coût de processer la donnée, etc. Mais ouais. On m'a souvent répété qu'il fallait choisir entre qualité et quantité. Ouais. Je crois qu'Accor, aujourd'hui, c'est plus de 5000 hôtels dans le monde. Ouais. Comment vous faites ? En fait, c'est un métier qui repose toujours sur l'humain. Donc, d'ailleurs, si tu lis l'histoire du groupe Accor, c'est vraiment ce qui se caractérise. C'est un groupe qui s'est basé sur des individus. Donc, l'hôtellerie, la restauration, on a encore plus de restaurants, d'ailleurs, on en a presque 10 000, tu vois. C'est pas quelque chose que tu vas gérer centralement, en fait. T'as des gens qui sont sur le terrain, dont le job, c'est au quotidien de donner le meilleur service aux clients. Ça, c'est hyper important. Et donc, la qualité des gens que tu recrutes, la façon dont tu les formes, la façon dont tu leur communiques ce sens du service,
Cet amour du client, il est super important. Après, pour le faire à échelle, c'est là où la technologie joue comme un rôle hyper important. Et donc, on l'utilise à fond, tu vois, sur comment tu formes tes employés, comment tu les incentives, etc. Tu vois, je te donne un exemple. Dans une région, on bosse avec une start-up, mais qui a bien grossi, qui s'appelle Atium, A-T-I-O-M. Ils ont une petite app qui est hyper intéressante, où en fait, ça gamifie complètement la formation pour les staff hôteliers. D'accord. Et donc, tous les matins, qu'ils soient dans leur métro, n'importe, ils ont un petit pop-up avec des trucs qu'ils doivent savoir, une vidéo sur le truc à savoir, avec des petits quiz, avec leurs collègues. Ils peuvent gagner des trucs. Il y a un social network complet intégré dans l'app entre les employés des différents hôtels qu'on a dans la zone. Et tu vois, ils adorent. Ça a fait un carton chez nous. Ça leur permet en plus de vachement connecter avec leurs collègues, y compris des hôtels qui sont dans le pays à côté, qu'ils n'ont jamais vu. J'imagine. Et puis, ils restent connectés à un outil qu'ils connaissent, leur téléphone. C'est leur téléphone. Bon, après, c'est pas... T'as des pays où c'est hyper pertinent, d'autres moins, mais tu vois, en Asie, nous, ça a cartonné, ce truc-là. Donc, la technologie, ça aide aussi, tu vois, à scaler, à créer cette émulation et cette qualité d'expérience. J'ai appris, pour comprendre un peu mieux tes méthodes, que tu avais beaucoup utilisé à un moment, dans tes précédentes expériences, le question mark emails. Tu peux nous expliquer et est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Ouais, alors le question mark email, ça fait partie, j'allais dire, des légendes d'Amazon, mais c'est pas une légende puisque c'est une réalité. Donc, si tu regardes les valeurs d'Amazon, la valeur numéro 1, c'est la customer obsession. Et c'est vraiment une entreprise qui le vit vraiment. C'est pas juste de la façade où on dit on aime le client et ça s'arrête là. Non, c'est vraiment une façon de respirer, d'opérer réel. Et notamment, quand Jeff Bezos dirigeait encore Amazon, il avait une adresse email qui était connue du grand public. D'accord. Donc il recevait des centaines et des centaines d'emails. Et donc son staff lui en sélectionnait, je crois que c'était une petite centaine par jour qu'il lisait personnellement. Il ne pouvait pas tous les lire personnellement, les autres étaient gérés par... Il avait une petite team. Mais il les lisait personnellement. Bon, il y avait parfois des emails très sympathiques, sur des trucs géniaux, mais il y avait un certain nombre de fois, généralement, les gens, quand ils t'écrivent, c'est souvent pour te dire qu'il y a eu un problème. C'est vrai. Et donc, de temps en temps, tu pouvais recevoir dans ta boîte mail un email qui venait de chez Jeff Bezos avec pas de texte. Tu avais soit un point d'interrogation, 2 points d'interrogation ou 3 points d'interrogation. Un point d'interrogation, ça voulait dire quand même, les gars, c'est pas terrible ce truc-là, je vous donne 15 jours, un mois pour réfléchir à comment ça se reproduit pas trop. Ok. Tenez-moi informé sur comment vous allez le régler. 2 question mark email, tu avais à peu près une semaine pour régler le truc. Et 3 question mark, c'était dans les 24 heures, je veux une réponse, quel est le boulet qui m'a fait ça, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Et je t'assure que tous les gens dans l'équipe concernée posaient le crayon et ne faisaient que ça jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et quand je dis problème résolu, c'est pas juste à l'instant T apporter une réponse au client, etc. C'est résoudre jusqu'à la root cause de ce qui avait généré le problème. C'est possible ça en France aujourd'hui chez Accor? J'ai l'impression que c'est une mentalité... Bon, je trouve que la mécanique, elle est bonne. Après, la façon d'être fait, elle est très transactionnelle et c'est là où il faut... Bon, chacun son style. Tu vois, et l'interprète, et personnellement, moi, j'en vois pas des... Même quand il y a un truc qui est vraiment dont je suis pas fière, je vais pas envoyer juste un question mark à la personne. Je trouve que c'est un petit peu sec. Mais par contre, je pense que cette culture du client, et prendre en plus, tu sais, ce qui est intéressant, c'est prendre ce qui peut paraître une anecdote, un one-off client, et te dire, en fait, on sait jamais, peut-être que si c'est arrivé une fois, ça peut se passer plein d'autres fois. Donc, utilisons cet exemple-là pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème plus grave, des choses qui vont moins bien et qui peuvent se reproduire. Et ça, je pense que c'est quand même une super mécanique. Ce que j'aime bien aussi, c'est OK, on va résoudre le problème, mais on va le résoudre de telle sorte à ce que si ça se reproduise, on n'ait pas besoin de le refaire. Oui. Comment est-ce que tu imagines une mécanique qui peut se répéter facilement sans que tu aies besoin d'un... On le fait pas mal. Moi, dans mes équipes, j'ai beaucoup insufflé, quand je suis arrivée chez Accor, la culture du REX. Et surtout, dans le REX, tu as ce qu'on appelle donc, le retour sur expérience. C'est tu fais une erreur, il n'y a pas de souci. Franchement, au contraire, tant mieux, en fait, j'ai envie de dire. Si tu fais pas de boulette, ça veut dire que tu n'as rien risqué. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'indulgence. Je pense que les gens qui me connaissent te diront que j'ai jamais engueulé quelqu'un, cloué au mur quelqu'un parce qu'il avait fait une erreur. Il n'y a pas de souci, en fait, ça fait partie de la vie, de l'apprentissage, etc. Par contre, ce qui est grave, c'est si tu n'en apprends pas et que du coup, l'erreur, elle est reproduite. Là, tu te dis quand même que tu as loupé quelque chose. Et donc, le REX, c'est fait pour ça. Tu as fait une erreur, ou un collectif, c'est souvent des erreurs d'équipe, c'est rarement une erreur individuelle. Pose-nous les questions de ce qui s'est passé. Donc, pour ça, tu as des méthodos. C'est ce que j'appelle les 5 whys, les 5 pourquoi. C'est en fait, tu prends le problème et tu te dis pourquoi ça s'est passé. Ah il va dire, il s'est passé ça. Mais pourquoi ça s'est passé? Tu vois, je te donne un exemple pour être plus concrète. On a eu une énorme erreur de prix récemment sur des hôtels de luxe qui ont été à moins d'€1. Donc forcément, je te passe les détails du truc, mais bon, une fois la crise résolue,
Du coup, je dis à l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, quelqu'un s'est trompé dans les fichiers qu'il a uploadés pour les prix. Comment c'est possible que quelqu'un puisse se tromper sur un fichier comme ça? Parce qu'en fait, le fichier, il est hyper compliqué, il a 50 onglets, etc. By the way, il est dans une langue que les opérateurs qui font ne parlent pas, donc s'il y a une boulette, il ne peut pas vraiment le voir. Ah oui, mais pourquoi en fait on fait ça sous Excel? Pourquoi il y a 50 onglets? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 50 onglets? Et tu vois, tu poses pourquoi jusqu'à arriver jusqu'au bout de te dire, en fait, potentiellement... On pourrait juste le faire comme ça. Tu pourrais déjà enlever les 3/4 des champs qui servent à rien, tu pourrais l'automatiser avec une machine, tu aurais pu mettre des alertes avant que ça sorte sur le site pour te rendre compte qu'il y avait un prix qui était anormalement bas. Et là, tu arrives à plein de trucs où tu te dis, en fait, si tu fais ces trucs-là, qui ne sont pas forcément très compliqués, en fait, ce truc-là ne se reproduira jamais. Mais tu vois, pas se contenter de quelqu'un fait une erreur manuelle. Oui, ça arrive, mais en fait, pourquoi? Tu penses que c'est ce rapport à l'échec que tu as pu peut-être aussi beaucoup apprendre aux US qui t'aide à voir les choses de cette manière-là maintenant ici? Parce que j'ai pas le sentiment qu'on ait le même rapport à l'échec aux US que je découvre encore une fois tout juste et que je commence à partager sur la chaîne versus ici où on te dit d'aller au coin. Moi, j'ai fait un MBA aux États-Unis, donc j'ai vu les deux systèmes. Et tu vois, il y a un truc intéressant dans l'éducation, c'est en France, on t'enlève des points quand tu fais des fautes. Aux États-Unis, on te met des points quand tu as des réponses justes. Ça, c'est complètement différent. On part de tout ce que tu as juste, puis ça s'accumule et ça te fait tes points. Alors que nous, on part du principe que tu as un score maximal et puis on t'enlève des points. Tu as un autre truc qui m'avait beaucoup frappé d'ailleurs dans mon MBA, c'est ils notent pas du tout sur la même chose. Quand tu vas dans les MBA aux États-Unis, plus de 50% de ta note, elle est sur ta participation en classe. Je ne sais pas si tu te souviens de toi au collège, au lycée, etc. J'avais Moi, une je me très bonne souviens de moi. Participation, c'était OK. Je donnais pas les bonnes réponses, mais je Moi, participais. j'étais plutôt du genre, encore une fois, vivons heureux, vivons cachés. Et si personne me posait de questions, lever le doigt, c'était pas un enjeu en soi, tu vois. Et donc là-bas, effectivement, aux États-Unis, tu peux donner les mauvaises réponses, mais le fait même d'avoir osé t'exprimer sur le sujet, d'avoir participé, d'avoir essayé de contribuer, c'est valorisé. C'est 50% de la note. Et tout leur système est fait comme ça. Et donc une fois que tu t'es dit ça, clairement, ça crée des patterns dans les générations qui sortent de ces cursus, qui sont hyper différents. Dans les boîtes qui sont très entrepreneuriales, qui sont ce qu'on appelle founder-led, même si tu vas en France, tu vas trouver ces cultures de l'erreur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est forcément planté à des moments. Sinon, c'est qu'il a pris 0 risque. Et donc, quand tu vas dans ces boîtes où tu as la chance d'avoir encore le founder qui est là, etc., tu retrouves quand même en France, souvent ce genre de culture. Okay. Parce que quand tu t'es toi-même planté, tu peux pas regarder les autres et leur dire « Non, mais attends, là, t'as pas le droit à l'erreur, c'est pas possible. » Sinon, c'est que t'as la mémoire courte. Quand on assiste à un concert à l'Accor Arena, on a parfois le sentiment que l'artiste a écrit les paroles spécifiquement pour nous, parce qu'elles nous touchent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tes objectifs, c'est ce qu'on pourrait appeler la micro-personnalisation? Déjà, c'est quoi la micro-personnalisation? Et comment est-ce que grâce à ça, tu peux toucher l'émotion d'un client? C'est par le passé, quand tu faisais du marketing, tu prenais Romain, homme, français, tel tranche d'âge, machin, etc. Donc, parce qu'il est dans cette tranche d'âge, etc., il va aimer ce genre de truc. Et puis, du coup, on va lui envoyer la même chose que tous les hommes blancs dans la même tranche d'âge qui vivent à New York, en l'occurrence pour toi. Maintenant, on n'est pas du tout dans ce marketing. On est dans un marketing où les segments sont des segments de 1. Tu as un individu par segment. C'est ça, la micro-personnalisation. C'est de dire, en fait, oui, Romain, il a toutes ses caractéristiques, mais surtout, je connais plein de choses sur Romain, sur ce qu'il a déjà fait avant, sur ce qu'il aime. Il a interagi avec mes produits et mes services, donc il m'a donné consciemment ou inconsciemment une forme de feedback finalement sur ce qu'il aimait puisque j'ai vu son usage. Et donc en fait, je vais vraiment proposer quelque chose pour Romain et pas pour tous les hommes qui ont des caractéristiques comme lui. C'est ça la micro-personnalisation et je pense que c'est une attente hyper forte aujourd'hui et de nos générations en règle générale. Comment tu travailles sur ces sujets-là avec tes équipes? Ça passe par l'IA, par du deep learning? On a beaucoup investi là depuis 2 ans dans tous les sujets de la data. Donc tu as une composante IA, mais avant même l'IA, ça commence par déjà savoir collecter l'information. Et tu en as plein partout de l'information en fait. Tu en as pendant le séjour, tu en as avant la résa, après la résa, tu en as au service client parce que la personne va avoir un problème et va t'appeler, tu en as parce qu'il aura parlé au staff. Donc tu en as vraiment plein partout. Donc le premier challenge avant même de faire de l'IA, c'est comment tu collectes cette information. Comment tu la structures pour qu'elle soit exploitable. Par exemple, si le staff rentre que des trucs en verbatim, c'est inexploitable en fait, si tout le monde rentre du texte comme ça. Donc comment tu la structures? Quelles sont vraiment les informations dont tu as besoin de savoir pour personnaliser des expériences? Tu as plein d'informations, mais tu en as plein qui potentiellement tu ne sauras rien en faire. Si je sais le nom de ton chien, c'est super, mais peut-être que ça ne va pas me servir pour l'hôtellerie.
Je sais pas si tu as un chien, mais... Oui, si, sur la gamelle, je trouve ça mignon quand j'arrive. Voilà, peut-être sur la gamelle. Sur la gamelle, c'est cool. Bon use case. On me l'a fait une fois, on m'a dit bonjour Romain et le nom de mon chien, j'ai trouvé ça très marrant. Bon, bah alors génial, mauvais exemple du coup. Mais tu vois le point qui est que collecter cette donnée, Bien sûr. la structurer pour l'exploiter, réfléchir aux expériences du coup que tu veux créer. Et puis après, l'IA est hyper intéressante du coup pour le faire à échelle. Parce que tu peux pas créer un par un le contenu, les expériences, etc. Il faut que la machine le processe pour toi. Quand tu as 100 millions de clients, il te faudrait je sais pas combien de millions de marketeurs. Et donc là, l'IA t'aide à créer ces expériences. La Gen AI encore plus. Ça, c'est quand même génial ce qu'il y a devant nous. Si tu penses, je te donne un exemple, les emails. Oui. On envoie plus d'1 milliard d'emails par an, chaque heure. Alors, tu as les emails de confirmation de réservation, etc., mais tu as tous les emails marketing. Si tu veux faire de la micro-personnalisation, dans quasiment toutes les boîtes qui veulent faire ça, le premier bloqueur, c'est la production de contenu. Parce qu'en fait, si tu as 10 variantes du contenu, tu peux faire que 10 variantes d'emails, en fait. Donc, la micro-personnalisation, elle n'existe pas. Donc, si tu veux vraiment envoyer des choses qui soient personnalisées pour chacun de tes clients, bah, c'est pas 10 contenus qu'il te faut, c'est des milliers de contenus, des milliers de photos, des milliers d'emails, etc. La Gen AI, c'est génial. Ça t'ouvre les portes à ça, en fait, sur comment tu crées du contenu à échelle qui soit vraiment pour cette personne. Donc là, tu as un boulevard aussi là-dessus. Et ça, on fait pas mal de choses, là, déjà, chez Accor sur le sujet. Et toi, même en perso, c'est des trucs qui te font marrer, même, j'en sais rien, le week-end, d'aller regarder, de tester des IA, où tu te dis que c'est vraiment plus du côté travail et tu n'es pas forcément animé, ou tu l'utilises déjà à titre perso? Ouais, je fais pas mal de choses. C'est toujours... ChatGPT, ça fait plein de choses. Les gens qui me connaissent un peu, moi j'ai organisé l'anniversaire d'une de mes filles avec ChatGPT. On a le même week-end, ça me rassure. Voilà. Très bien, ça roule. Je sais que mon mari, on a marié son frère il n'y a pas longtemps et il était témoin de mariage. Il a écrit une partie de son discours, il l'a dit ouvertement, mais avec ChatGPT et franchement ça marchait super bien. Et tu as plein de trucs que tu peux faire à titre perso. Alors je ne sais pas si c'est l'exemple le plus glamour, mais bien sûr, c'est hyper marrant d'ailleurs. Pour revenir sur un sujet tech aussi, je vois que l'absence de friction au moment de payer aux US, elle est vachement importante. Est-ce que vous travaillez là-dessus, sur ces sujets-là? Je pense que maintenant, on peut payer avec la paume de sa main, on peut payer avec Apple, Samsung Pay. Vous travaillez avec quelle technologie? Et pour toi, comment est-ce que tu vois l'avenir là-dessus? Est-ce que c'est toujours le TPE avec plein de façons de payer? Est-ce que c'est une façon? Est-ce que c'est les crypto-monnaies? Alors le paiement, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un des sujets, je pense, qui a souvent été sous-estimé par beaucoup de boîtes. Tu vois, même chez Amazon, c'était pas un gros focus quand j'y étais à l'époque. Et en fait, qui est finalement hyper critique pour plein de raisons. Mais déjà parce qu'en fait, si la personne ne paye pas, il y a zéro argent dans les caisses. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, pareil, tu as beaucoup de data en fait, autour du paiement et tu peux savoir beaucoup de choses sur tes clients via leurs moyens de paiement. Et donc, nous, ça fait 2 ans là, qu'on a staffé toute une équipe vraiment dédiée sur les sujets. Et notamment avec un premier enjeu qui est que, historiquement, Accor n'est pas le marchand. Je m'explique. Quand tu réserves dans un hôtel Accor, c'est pas Accor qui processe le paiement, même en ligne. C'est l'hôtel. Donc chaque hôtel, historiquement, processe le paiement. Donc choisit les moyens de paiement qu'il accepte. Et c'est lui qui gère la transaction, etc. Ça a plein de désavantages. Alors c'est un super avantage qui est qu'Accor n'avait pas à gérer toutes ces briques parfois un peu complexes, etc. Mais c'est un énorme désavantage, c'est que, je sais pas, tu es le client chinois qui paye avec Alipay ou WeChat Pay. Tu vas aller en France, la probabilité que l'hôtel en France ait le moyen de paiement chinois qui va bien... proche de 0, tu vois. Tu prends d'autres moyens de paiement moins exotiques, tu prends Apple Pay ou PayPal. En fait, c'est assez compliqué de gérer ce style de moyens de paiement chez les hôtels. Donc nous, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'hôtels, rien que créer leur compte PayPal, le gérer, etc., ils n'allaient pas le faire. Même aux US, on pense que exactement. Les US sont en avance et tout. Il y a plein de restaurants aux US où je ne peux pas payer avec Apple Pay. Non, parce qu'en fait, le setup, il est assez compliqué à faire. Donc nous, on a fait un changement assez radical, mais qui a été assez lourd technologiquement, etc., mais il y a à peu près 1 an et demi, on a pris la décision de devenir le marchand. Donc Accor allait gérer le paiement, et c'est là où on a monté la practice il y a 1 an et demi, 2 ans autour du paiement, où on a dit aux hôtels, on va faire le paiement à votre place, donc c'est nous qui allons décider des moyens de paiement, de comment c'est fait, etc. Et donc on a remonté toutes les techs autour de ça. Et alors c'est intéressant parce que techniquement c'est assez compliqué, c'est hyper régulé, un truc de fou, la régulation sur les paiements. C'est pas très customer obsessed, accessoirement. Alors je comprends que pour des raisons de sécurité, il fasse valider plein de trucs, mais le nombre de sécurité, la banque qui t'appelle, qui t'envoie le SMS, qui machin, une fois sur 2 ça plante, c'est quand même c'est jamais réalité. Un bon moment, en tout cas. Mais par contre, si tu arrives à craquer ça, en fait, tu génères du vrai business derrière. Tu vois, nous, on est passé, il faut que tu aies en tête, tu vois, sur l'Europe, en moyenne, sur les sites d'e-commerce, quand les gens arrivent à la phase de paiement,
Tu as à peu près 15% des transactions qui ne sont pas terminées. Et la plupart du temps, elles ne sont pas terminées parce qu'il y a des problèmes d'acceptation, la personne ne reçoit jamais le SMS pour valider la transaction, le moyen de paiement est décliné. C'est beaucoup, 15%. 15%. C'est la moyenne en Europe. Sur 100 millions d'utilisateurs. Ça a beaucoup augmenté avec les réglementations récentes, tu sais, qu'on rajoutait des... Et donc, on ne faisait pas vraiment exception, accord, tu vois. Et là, depuis qu'on gère le paiement et qu'on a beaucoup travaillé ces sujets, on est aujourd'hui à 96% d'acceptation. Donc, en fait, tout le delta, c'est du business en plus pour nos hôtels. Incroyable. Tu m'as parlé de la crypto, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a fait des tests, nous, pour savoir si nos clients étaient intéressés et très peu d'appétence. Très peu d'appétence. J'ai le sentiment qu'en tout cas, pour le B2C, il y a plus un effet un petit peu de mode et peut-être d'une petite niche. Tu as très peu de clients, même qui ont des portefeuilles de crypto. Généralement, ils ne s'en servent pas pour payer ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on saurait faire s'il y a besoin, mais on n'a pas trop vu le client le demander. Voilà. Okay. Et d'un point de vue marketing, c'est pas forcément un truc où tu te dis c'est cool, on passe pour une boîte innovante si on le fait avant ou... Ouais. Alors c'est marrant parce que tu sais, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de buzz autour du Web3. Et au risque de passer pour quelqu'un qui allait louper l'innovation technologique, personnellement, je faisais partie de ces CDO qui avaient peut-être été moins emballés. Okay. Et c'est pas que la techno est pas belle et pas hyper intéressante, mais les cas d'usage, ils sont pas straightforward. T'as pas de cas d'usage avec des business vraiment scalables aujourd'hui qui ont beaucoup émergé. Alors t'as des choses sur la blockchain, pour de la sécurisation de la donnée, etc. Mais c'est vraiment des choses grand public. T'as beaucoup de trucs marketing, donc c'est assez intéressant de faire des trucs de buzz. Et on en a fait, nous aussi, avec des NFT, de collectibles, etc. Mais pas vraiment de business model scalable. Et je pense qu'il y a plein de raisons pour ça, mais une des grosses raisons, c'est que la techno, elle n'est pas encore complètement mature et que ça va prendre encore un peu de temps. J'aimerais bien te laisser, et c'est un peu ce qu'on fait à chaque 20 minutes avec, 30 secondes pour que tu puisses conseiller cette personne qui nous écoute là derrière cette caméra et qui a peut-être envie de tout changer, d'apprendre auprès d'une nouvelle boîte, d'aller voyager. C'est quoi que tu lui conseillerais avec l'expérience que tu as pu acquérir depuis ? Non, ce que je dirais à la personne, déjà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. L'erreur, c'est pas une fatalité. Donc, en fait, quel est le risque à essayer ? Autant se lancer. Mais surtout, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent à mes équipes, c'est « Hope is not a plan ». Donc, si on espère, il y a peu de chances que... Parfois, les choses arrivent, on a de la chance, mais souvent, elles n'arrivent pas. Donc, allez-y, lancez-vous et n'attendez pas que ça arrive. Et puis, si vous plantez, c'est pas très grave en fait. La vie est faite de plantage et de succès, donc allez-y. Merci Alix, j'étais ravi de te recevoir sur la chaîne. Merci à toi, merci franchement, beaucoup. c'était sympa. Cool.